Mon beau-père a annoncé le soir du Nouvel An, nous allons te remplacer par quelqu'un d'autre. Tu es trop vieux pour être utile, j'ai fait mes valises et j'ai décidé de disparaître. À la gare routière, je ne pouvais m'arrêter de penser après 13 ans dans son entreprise. Une jeune femme m'a demandé si j'allais bien, alors je lui ai tout raconté. Elle a passé un appel et a dit, « Papa, je l'ai trouvé. » Oui, je suis sûr, le champagne était déjà frais lorsque Richard Pembroke m'a pris à part lors de sa fête du Nouvel An. Il ne souriait pas. Il ne m'a pas proposé de verre. Il s'est contenté de me regarder avec ses yeux gris et froids, et a prononcé les mots qui allaient tout changer. « Trevor, nous devons parler de ton avenir chez Pembroke Industries. Ou plutôt, de ton absence d'avenir. Je m'appelle Trevor Hartley. J'ai 47 ans. Et jusqu'à cet instant précis, je pensais avoir tout prévu. Pendant 13 ans, j'avais travaillé dans l'entreprise manufacturière de mon beau-père, débutant comme responsable des opérations juniors et gravissant les échelons jusqu'au poste de vice-président senior. J'avais tout donné à cette entreprise. Les week-ends, les vacances, du temps avec ma fille que je ne rattraperai jamais. Tout cela, parce que Richard Pembroke m'avait promis que la loyauté signifiait quelque chose dans son monde. La fête battait son plein derrière nous. Ma femme, Diana, riait avec sa mère près de la table des amuse-gueules. Ma fille de 12 ans, Emma, jouait avec ses cousins dans le salon. Tout le monde célébrait l'arrivée de la nouvelle année, ignorant totalement que la mienne était sur le point de s'effondrer. « Que veux-tu dire par absence d'avenir » ai-je demandé, en gardant la voix basse. Nous étions debout dans le bureau personnel de Richard, loin du bruit et des gens qui croyaient encore qu'il ne s'agissait que d'une simple réunion de famille. Richard s'appuyait contre son bureau en acajou, celui-là même que je l'avais aidé à choisir il y a 5 ans, lorsqu'il avait rénové ce bureau. « Tu as 47 ans, Trevor. Ce n'est pas vieux pour un homme, mais c'est vieux pour cette industrie. Nous avons besoin de sang neuf, d'esprits plus jeunes qui comprennent vers où se dirige la technologie. » J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing en pleine poitrine. « Richard, je suis avec toi depuis 13 ans. J'ai augmenté l'efficacité de la production de 40%. J'ai décroché des contrats valant des millions. Le contrat de Santiago, c'était il y a 2 ans, m'a-t-il coupé. Que as-tu fait dernièrement? Et plus important encore, que peux-tu faire pour les 20 prochaines années? Parce que c'est à cela que je dois penser, l'avenir de cette entreprise. » Le pire, c'était la désinvolture de son ton, comme s'il discutait de la météo au lieu de détruire ma carrière. Comme si 13 années de dévouement ne signifiaient rien de plus qu'une garantie expirée. « Tu me vires » ai-je dit, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. « Nous restructurons » a corrigé Richard. Mais son ton indiquait clairement que ce n'était que du jargon d'entreprise pour dire la même chose. « Brett Carlson reprend ton poste. Il a 29 ans, possède un MBA de Stanford et, franchement, il apporte une énergie à l'entreprise dont nous avons désespérément besoin. » Brett Carlson. Je le connaissais. Jeune, ambitieux, le genre de type qui portait des costumes coûteux et parlait de disruption comme s'il s'agissait d'une religion. Il avait été embauché 6 mois auparavant comme consultant, et je l'avais même encadré sur certains de nos plus gros comptes. « Quand » ai-je demandé. « Le 15 janvier sera ton dernier jour. Nous te verserons une indemnité de départ, bien sûr. 6 mois de salaire, une assurance maladie pour 1 an. C'est plus que généreux. 6 mois de salaire après 13 ans de service. Plus que généreux. » La rage qui montait en moi me coupait le souffle. « Est-ce que Diana est au courant » ai-je demandé. « Pas encore. Je pensais que tu voudrais lui annoncer toi-même. Après la fête, bien entendu. Pas besoin de gâcher le réveillon de tout le monde. » C'est là que j'ai compris que ce n'était pas seulement une décision commerciale. C'était personnel. Richard n'avait jamais pensé que j'étais assez bien pour sa fille. Il n'avait jamais cru qu'un gamin d'un quartier ouvrier de Pittsburgh méritait de faire partie de la famille Pembroke. Et maintenant qu'il avait tiré 13 années de travail de moi, il en avait fini. Je suis sorti de ce bureau et je suis resté dans le couloir, écoutant les bruits de la fête filtrer à travers les murs. Les rires, la musique, les gens portant un toast au nouveau départ, alors que mon monde touchait à sa fin. Diana était toujours près de la table des amuse-gueules, mais maintenant elle regardait son téléphone, souriant à quelque chose sur l'écran. Emma s'était déplacée vers le piano et jouait une mélodie avec un seul doigt, le visage froncé par la concentration. J'ai pris une décision à cet instant précis. Pas la décision intelligente, pas la décision pratique,
mais la seule décision qui semblait honnête. Je suis parti. Je suis passé devant la fête, j'ai attrapé mon manteau dans le placard de l'entrée et j'ai conduit jusqu'à la maison en silence. L'horloge de mon tableau de bord indiquait qu'il était 22h47. Dans 1h13, tout le monde ferait le compte à rebours de la nouvelle année. Ils s'embrasseraient, se serreraient dans les bras et prendraient des résolutions pour devenir de meilleures personnes. Moi, je ferai mes valises. Si vous trouvez de la valeur dans cette histoire, si elle vous fait réfléchir sur la loyauté, la famille est ce qui compte vraiment lorsque les personnes en qui vous avez confiance vous trahissent, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton s'abonner dès maintenant. Laissez un commentaire ci-dessous sur une fois où quelqu'un en qui vous aviez confiance vous a laissé tomber. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Votre soutien signifie tout pour moi et m'aide à continuer de partager ces histoires puissantes. La maison était calme quand je suis rentré. Trop calme. Je me suis tenu dans le salon où Diana et moi avions organisé nos propres fêtes de Nouvel An pendant des années, où Emma avait fait ses premiers pas, où nous avions construit ce que je croyais être une vraie vie ensemble. J'ai pris 2 valises dans le garage et j'ai commencé à emballer des vêtements, des articles de toilette, les quelques objets personnels qui comptaient vraiment pour moi, la photo de mes parents qui étaient décédés à 6 mois d'intervalle il y a 3 ans, la montre à gousset que mon grand-père m'avait donnée quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, la couverture de bébé d'Emma que je gardais dans le tiroir de mon bureau parce que, parfois, les jours difficiles, je la regardais juste pour me rappeler pourquoi je travaillais si dur. J'avais presque fini quand j'ai entendu la voiture de Diana dans l'allée. La porte d'entrée s'est ouverte et sa voix a retenti, tranchante de colère. « Trevor, qu'est-ce que tu crois faire en quittant la fête comme ça? As-tu la moindre idée d'à quel point c'était embarrassant ?» Je suis sorti de la chambre avec ma valise. Diana se tenait dans le couloir, toujours dans sa robe de créateur, le visage rouge à cause du champagne et de la rage. « Ton père m'a viré », ai-je dit simplement. Elle a cligné des yeux. « Quoi? Ce soir. Avant que vous ne portiez tous un toast à la nouvelle année, il m'a attiré dans son bureau et m'a dit que j'étais remplacé par Brett Carlson. Je suis trop vieux, apparemment. Plus utile. » L'expression de Diana a changé, mais pas de la manière à laquelle je m'attendais. Pas de choc, pas d'indignation en mon nom, juste du calcul. Comme si elle essayait de comprendre comment cela l'affecterait, elle. « Trevor, je suis sûr qu'il y a un malentendu. Papa ne ferait pas juste. Il l'a fait. Le 15 janvier est mon dernier jour. 6 mois d'indemnité et une poignée de main. C'est ce que 13 ans te rapporte dans la famille Pembroke. Eh bien, peut-être que si tu avais été plus proactif pour apprendre les nouvelles technologies. Brett a toutes ses idées sur l'automatisation et l'intégration de l'IA. Peut-être que papa pense juste. J'ai levé la main, l'arrêtant au milieu de sa phrase. Ne le défends pas. Ne fais pas comme si c'était parce que je ne suis pas assez bon. J'ai tout donné à cette entreprise, Diana. Tout. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tes valises? Où penses-tu aller? Je ne sais pas, ai-je admis. Mais je ne reste pas ici. Pas dans cette maison que ton père a achetée pour nous. Pas dans cette vie où je n'ai de la valeur que tant que je suis utile à l'Empire Pembroke. Les yeux de Diana sont devenus froids. Tu es ridicule. Il est presque minuit. Où est Emma? As-tu seulement pensé à ta fille? Emma est toujours chez tes parents avec ses cousins. Elle sera bien là-bas ce soir. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je l'appellerai demain. Trevor, si tu franchis cette porte. Quoi? Tu divorceras? Ta famille m'a déjà jeté, Diana. Qu'est-ce qu'il reste d'autre? J'ai ramassé mes valises et je suis passé devant elle. Elle n'a pas essayé de m'arrêter. Elle est juste restée là, dans le couloir, sa coupe de champagne de la fête toujours à la main, me regardant partir comme si j'étais un étranger qu'elle n'avait jamais vraiment connu. L'horloge de ma voiture indiquait 23h38 quand j'ai commencé à conduire. Je n'avais pas de destination. J'ai juste conduit, regardant les rues de notre quartier de banlieue laisser place à l'autoroute, puis à la partie plus ancienne de la ville, où la gare routière trônait comme une relique d'une autre époque. Je me suis garé dans le parking presque vide et je suis resté assis là, à fixer le bâtiment. Quelques personnes étaient à l'intérieur, visibles à travers les fenêtres crasseuses. Des voyageurs se rendant quelque part pour le nouvel an. Des gens avec des projets et des endroits où aller. Moi, je n'avais rien. Pas de plan, pas de destination.
Juste les vêtements dans mes valises et une rage qui se transformait lentement en autre chose. Du chagrin peut-être, ou juste de l'épuisement. L'horloge a sonné minuit pendant que j'étais assis là. Quelque part, des gens applaudissaient, s'embrassaient et se faisaient des promesses de lendemain meilleur. Quelque part, ma fille regardait probablement l'horloge de ses grands-parents faire le compte à rebours jusqu'à 0. Quelque part, Diana disait à sa famille que Trevor était devenu fou, qu'il était parti sans raison, prouvant qu'il n'avait jamais vraiment eu l'étoffe d'un Pembroke après tout. Je suis sorti de la voiture et je suis entré dans la gare routière. Le guichet était tenu par un gamin à l'air ennuyé qui ne devait pas avoir plus de 20 ans. Derrière lui, un tableau des départs listait des villes où je n'étais jamais allé. Chicago, Denver, Seattle, Portland. Je peux vous aider, a demandé le gamin. Combien pour un billet pour n'importe où? Il m'a regardé comme si j'étais fou. Vous devez choisir une ville, mec. Chicago, ai-je dit, choisissant la première sur la liste. Allez simple. Le billet coûtait $127. Le bus partait à 2h15 du matin. J'avais 2 heures à tuer dans une gare routière le soir du réveillon, regardant des gens ivres trébucher en entrant et en sortant, regardant des familles se réunir, regardant la vie des autres se dérouler, pendant que la mienne s'effondrait. Je me suis assis sur l'une des chaises en plastique dur et j'ai sorti mon téléphone. 43 messages, la plupart de Diana, allant de la colère au désespoir. 3 de sa mère, demandant où j'étais et si j'avais besoin d'aide. 2 d'Emma, envoyés avant minuit, papa, t'es où, et, bonne année papa. Je ne pouvais répondre à aucun d'eux. Qu'est-ce que je dirais? Que son grand-père m'avait jeté comme une ordure? Que sa mère avait pris son parti? Que tout ce que j'avais construit pour elle s'effondrait parce que je n'étais pas assez jeune? Pas assez utile? Pas assez Pembroke? Excusez-moi, monsieur. Est-ce que ça va? J'ai levé les yeux pour trouver une jeune femme debout devant moi. Elle avait peut-être 28 ou 29 ans, les cheveux noirs tirés en queue de cheval et des yeux qui exprimaient une inquiétude sincère. Elle portait un sac en bandoulière et une tasse de café, habillée comme si elle venait de sortir d'un bureau, même s'il était passé minuit. Je vais bien, ai-je dit machinalement, mais ma voix s'est brisée sur le deuxième mot. Elle s'est assise sur la chaise à côté de la mienne, sans y être invitée, mais sans être importune. Vous n'avez pas l'air d'aller bien. Vous ressemblez à quelqu'un qui vient de passer la pire nuit de sa vie. Il y avait quelque chose dans sa franchise qui a fait s'effondrer les murs que j'avais construits. Peut-être était-ce parce qu'elle était une étrangère. Peut-être était-ce parce que je n'avais plus rien à perdre. Mon beau-père m'a viré ce soir, ai-je dit, les mots se bousculant. À sa fête du Nouvel An, après 13 ans dans son entreprise. Il a dit que j'étais trop vieux, plus utile. Il m'a dit que j'étais remplacé par un type de 29 ans avec un MBA qui pense tout savoir. La femme a hoché la tête lentement. C'est brutal. Je suis désolé. Et ma femme, j'ai ri amèrement. Ma femme a pris son parti. Elle n'a même pas remis ça en question. Elle a juste commencé à lui trouver des excuses comme si je le méritais d'une manière ou d'une autre. Alors, vous fuyez? Je pars. Il y a une différence. Y en a-t-il une? Elle a bu une gorgée de son café. Où vous emmène ce billet de bus? Chicago, ou peut-être nulle part. Je ne sais plus. Elle est restée silencieuse un moment, m'étudiant avec ses yeux intenses. Puis, elle a sorti son téléphone et a passé un appel. Papa, a-t-elle dit quand quelqu'un a répondu. Je l'ai trouvé. Je l'ai fixé. Quoi? Oui, je suis sûr. Elle a continué au téléphone, me regardant droit dans les yeux. Il est à la gare routière. Il a acheté un billet pour Chicago, sur le point de jeter 13 ans d'expérience parce qu'un riche imbécile l'a convaincu qu'il ne vaut rien. Qui êtes-vous, ai-je demandé, mais elle a levé un doigt, écoutant toujours son interlocuteur. D'accord, je l'amène. Elle a raccroché et s'est tournée vers moi. Je m'appelle Victoria Ashford. Mon père est James Ashford. Il dirige Ashford Manufacturing Solutions. Le nom m'a frappé comme un train de marchandises. Ashford Manufacturing Solutions était l'un des plus grands cabinets de conseil industriel du pays. Ils étaient spécialisés dans le redressement d'entreprises en faillite, l'optimisation des opérations, et le sauvetage d'entreprises mourantes. Pourquoi êtes-vous ici, ai-je réussi à demander. Parce que mon père m'a envoyé trouver quelqu'un. Quelqu'un de spécifique.
Quelqu'un qui a augmenté l'efficacité de la production de 40% chez Pembroke Industries. Quelqu'un qui a décroché le contrat de Santiago face à 3 concurrents plus gros. Quelqu'un qui est apparemment assez stupide pour penser qu'il est fini à 47 ans. Je n'arrivais pas à assimiler ce que j'entendais. Comment savez-vous pour? Mon père vous observe depuis 2 ans, monsieur Hartley. Il attendait le jour où Richard Pembroke serait assez bête pour vous laisser partir. Et quand j'ai vu la liste des invités pour la fête de ce soir et entendu par la rumeur ce qui se passait, j'ai su que ce soir était le soir. Ça n'a aucun sens. Victoria s'est levée et m'a tendu la main. Venez avec moi. Mon père veut vous rencontrer. Et croyez-moi, ce qu'il propose est bien mieux qu'un billet de bus pour Chicago et une vie passée à se demander ce qui aurait pu être. J'ai regardé sa main, puis le tableau des départs, puis de nouveau elle. Chaque partie rationnelle de mon cerveau criait que c'était insensé. Mais ce même cerveau rationnel m'avait valu 13 ans de loyauté envers un homme qui m'avait jeté sans une seconde pensée. Que veut votre père? Ai-je demandé. Vous offrir un travail, et vous montrer ce que vous valez vraiment. J'ai pris sa main et je me suis levé. Le billet pour Chicago est resté sur le siège derrière moi. Certains voyages, j'étais en train de l'apprendre, ne sont pas faits pour être entrepris. Certaines fins ne sont en réalité que des débuts déguisés. Nous avons conduit à travers les rues calmes dans la Tesla de Victoria, les lumières de la ville se reflétant sur des bâtiments qui semblaient différents, d'une certaine manière. Tout semblait différent maintenant. Elle n'a pas fait la conversation, n'a pas essayé de combler le silence. Elle conduisait simplement avec l'assurance de quelqu'un qui savait exactement où elle allait et pourquoi. Je peux vous demander quelque chose, ai-je finalement dit. Allez-y, pourquoi moi? Il y a des gars plus jeunes avec de meilleures références, des gens avec des MBA d'école que je ne pourrais pas me payer. Qu'est-ce qui fait que je vaille la peine d'être traqué dans une gare routière? Victoria m'a jeté un coup d'œil, puis a regardé de nouveau la route. Vous savez ce que mon père dit des diplômés d'école de commerce? Ils connaissent toutes les théories, mais aucune des réalités. Ils peuvent vous dire comment optimiser un processus sur le papier, mais ils ne se sont jamais tenus dans une usine à 3 heures du matin pour essayer de comprendre pourquoi la ligne de production continue de bloquer. Pembroke a dit que j'étais trop vieux. Que je ne comprenais pas la nouvelle technologie. Pembroke est un idiot qui a hérité d'une entreprise que son père a bâtie. Vous voulez savoir ce que les vrais leaders reconnaissent? L'expérience, la sagesse, la capacité à résoudre des problèmes qui n'ont pas de réponse claire dans les manuels. Nous sommes entrés dans le parking d'un gratte-ciel du centre-ville. Même à 1 heure du matin le jour de l'an, le bâtiment était illuminé, ses fenêtres brillant dans le ciel nocturne. Votre père travaille le jour de l'an? Mon père travaille chaque fois qu'il y a du travail à faire. Vous l'aimerez bien. L'ascenseur nous a emmenés au 27e étage. Les portes se sont ouvertes directement sur une réception qui criait le succès. Art moderne aux murs, mobilier élégant, fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Mais ce n'était pas ostentatoire. C'était confiant. La différence était tout. James Ashford se tenait près des fenêtres lorsque nous sommes entrés, une tasse de café à la main. Il avait peut-être 65 ans, des cheveux argentés et le genre de présence qui remplit une pièce. Lorsqu'il s'est tourné pour me faire face, j'ai vu les yeux de Victoria sur son visage. Trevor Hartley, a-t-il dit en traversant la pièce, la main tendue. Merci d'être venu. Sa poignée de main était ferme, et j'ai remarqué les callosités sur sa paume. Ce n'était pas un homme qui avait passé sa vie derrière un bureau poli. Il avait travaillé de ses mains, construit des choses, comprenait ce que signifiait le vrai labeur. Monsieur Ashford, j'apprécie tout ceci, mais je suis confus quant à la raison de ma présence ici. Vous êtes ici parce que Richard Pembroke est un imbécile, et que je ne le suis pas, il a désigné un fauteuil en cuir. Asseyez-vous. Parlons. Victoria a disparu dans un autre bureau, nous laissant seuls. James s'est installé dans le fauteuil en face de moi, posant son café sur la table entre nous. Je suis votre carrière depuis 3 ans, a-t-il dit. Depuis que vous avez redressé l'usine de Pembroke dans le Michigan. Vous vous souvenez de ce projet? Je m'en souvenais. L'usine du Michigan perdait de l'argent et était au bord de la fermeture. J'avais passé 6 mois là-bas, vivant dans un motel bon marché, travaillant 16 heures par jour pour diagnostiquer les problèmes et mettre en œuvre des solutions. Au moment où je suis parti, l'installation était à nouveau rentable. 53 emplois sauvés.
Je me souviens que vous n'avez pas seulement sauvé cette installation, Trevor. Vous avez fondamentalement changé son fonctionnement. Vous avez écouté les ouvriers, les gens qui fabriquaient réellement les produits, et vous avez mis en œuvre leurs suggestions. C'est rare. La plupart des consultants arrivent avec des solutions préfabriquées qui ignorent l'élément humain. Merci, mais... Je n'ai pas fini. James s'est penché en avant. Après ça, je vous ai regardé gérer le contrat de Santiago. 3 plus grandes entreprises enchérissaient contre vous. Tout offrait des prix plus bas. Mais vous n'avez pas juste vendu des produits. Vous avez vendu des relations. Vous avez compris ce dont Santiago avait besoin, pas juste ce qu'il demandait. Monsieur Ashford, pourquoi me dites-vous cela? Parce que je veux que vous dirigiez ma division des opérations. Autonomie totale, salaire à 6 chiffres avec prime de performance, participation au capital de l'entreprise. Vous superviserez 12 directeurs régionaux et serez responsable de 500 millions de dollars d'opérations annuelles. Le chiffre m'a frappé comme de l'eau glacée. C'est plus que ce que je gagnais chez Pembroke. C'est ce que vous valez, Trevor. Ce que vous avez toujours valu. Richard Pembroke était trop stupide pour le voir. Je me suis adossé à mon siège, l'esprit en ébullition. Mais je n'ai pas de MBA. Je n'ai pas les références que... Vous avez 13 ans d'expérience dans le monde réel. Vous avez le genre de connaissances pratiques qui ne s'enseignent pas en école de commerce. Et plus important encore, vous avez quelque chose qui manque à la plupart des gens dans cette industrie, l'intégrité. Comment savez-vous cela? James a souri. Parce que lorsque l'usine du Michigan se redressait, vous auriez pu prendre tout le mérite, écrire un rapport soulignant votre génie, passer pour le héros. Au lieu de cela, vous avez écrit un document de 40 pages créditant les ouvriers par leur nom, expliquant leur contribution en détail. Ce rapport a atterri sur mon bureau. C'est là que j'ai su que vous étiez différent. J'ai senti quelque chose d'étrange se produire dans ma poitrine. De l'espoir peut-être, ou juste la première respiration après avoir été sous l'eau trop longtemps. Que ferais-je concrètement? Réparer des entreprises brisées. Nous consultons pour des entreprises qui échouent. Et votre travail serait de comprendre pourquoi et de mettre en œuvre des solutions. C'est un travail sous haute pression, à enjeux élevés. Vous voyagerez, travaillerez de longues heures, ferez face à des problèmes impossibles, mais vous changerez aussi des vies, sauverez des emplois, construirez quelque chose qui compte. C'était tout ce que j'avais voulu faire chez Pembroke, mais qu'on ne m'avait jamais permis de faire. Richard m'avait maintenu dans des rôles opérationnels, gérant les systèmes existants plutôt que de les transformer. Quand commencerai-je? Le 2 janvier, demain. Votre fille. Il a marqué une pause. Emma, c'est ça? Elle a 12 ans. Le fait qu'ils connaissent le nom de ma fille aurait dû être effrayant, mais bizarrement, ce ne l'était pas. C'était minutieux. Cela montrait qu'il avait fait ses devoirs. Comment savez-vous pour Emma? Parce que je mets un point d'honneur à connaître les gens que j'embauche. Vous êtes divorcé? Je le serai bientôt. James a hoché la tête. Alors vous aurez besoin de flexibilité pour les arrangements de garde. Vous pouvez travailler de la maison 2 jours par semaine. Vous aurez le contrôle total de votre emploi du temps tant que le travail est fait. Cela semble trop beau pour être vrai. Ce n'est pas le cas. C'est juste ce qui arrive quand quelqu'un reconnaît votre valeur au lieu de l'exploiter. J'ai regardé par les fenêtres la ville en contrebas. Quelque part là-bas, Diana appelait probablement son père pour lui dire que j'étais parti. Emma pleurait probablement, se demandant pourquoi son père n'était pas là à son réveil le jour de l'an. Richard Pembroke planifiait probablement déjà comment présenter mon départ comme une démission plutôt qu'un licenciement. Et pour Pembroke Industries, ai-je demandé. N'y aura-t-il pas conflit d'intérêts? James a ri. Richard Pembroke casse les prix de ses concurrents depuis des années, rendant impossible la survie des petites entreprises. Je ne fais pas affaire avec des hommes comme ça, et vous non plus désormais. Donc, c'est aussi pour le faire tomber. C'est pour vous donner la carrière que vous méritez. Si cela montre par hasard à Richard quelle erreur il a commise, c'est juste un bonus. Victoria est revenue avec un dossier. Contrat, a-t-elle dit en le posant sur la table. Clause de non-concurrence standard, avantages sociaux, détails sur le capital. Lisez-le. Si vous voulez qu'un avocat l'examine, nous pouvons attendre. J'ai pris le dossier.
Le salaire sur la première page était supérieur à ce que j'avais gagné en 2 ans chez Pembroke. La participation au capital vaudrait des millions si l'entreprise continuait de croître à son rythme actuel. Pourquoi, Victoria, ai-je demandé soudainement. Pourquoi envoyer votre fille me trouver à une gare routière? James a souri. Parce que Victoria a un bon instinct concernant les gens, et parce que je voulais que vous voyiez que cette entreprise valorise la famille. Je travaille avec ma fille parce qu'elle est brillante, pas parce qu'elle est ma fille. Le mérite compte ici, Trevor. C'est la culture que nous avons bâtie. J'ai pensé à Richard Pembroke, qui avait donné 13 ans de travail et 0 respect à son propre gendre, qui avait embauché Brett Carlson parce qu'il présentait bien sur le papier, pas parce qu'il avait mérité son poste. Je prends le poste, me suis-je entendu dire. James s'est levé et a tendu la main à nouveau. Bienvenue chez Ashford Manufacturing Solutions. Vous commencez demain à 9 h. Victoria vous montrera votre bureau et vous présentera à l'équipe. Demain c'est le 1er janvier, et vous avez 500 millions de dollars d'opérations avec lesquelles vous familiarisez. L'équipe vous attend. Nous nous sommes serrés la main et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas seulement du soulagement, mais un but, une direction, le sentiment que peut-être, ce n'était pas une fin après tout. Victoria m'a conduit à un hôtel près du bureau, un de ces endroits pour long séjour avec kitchenette et espace de travail. L'entreprise couvrira 2 mois le temps que vous régliez votre situation de logement, a-t-elle dit. Après ça, il y a un forfait de relocalisation si vous voulez déménager plus près du bureau. J'ai besoin de voir ma fille. Bien sûr, prenez la matinée. Venez après le déjeuner. L'histoire de 9 h, c'était juste pour voir si vous étiez sérieux. J'ai failli rire. Vous me testiez? Toujours. Mon père n'a pas bâti cette entreprise en prenant les gens pour argent comptant. Elle est entrée dans le parking de l'hôtel. Trevor, je vais être honnête avec vous. Ce travail va être dur. Vous allez faire face à la résistance de gens qui pensent que vous avez eu le poste parce que papa a eu pitié de vous. Vous allez travailler plus d'heures que chez Pembroke, au moins pour la première année. Je peux gérer ça. Je sais que vous pouvez. J'ai lu vos évaluations de performance, toutes, de chaque année. Vous portez la division des opérations de Pembroke à bout de bras depuis 5 ans. Maintenant, vous allez enfin en recevoir le crédit. Après son départ, je suis resté assis longtemps dans la chambre d'hôtel à fixer mon téléphone. Finalement, j'ai appelé Diana. Elle a répondu à la première sonnerie. Où diable es-tu? Je suis à l'hôtel. Est-ce qu'Emma va bien? Elle est bouleversée, Trevor. Elle ne comprend pas pourquoi tu es parti. Puis-je lui parler? Il est 2 h du matin. Elle dort. Alors dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je passerai la prendre demain après-midi et qu'on ira dans cette pizzeria qu'elle aime. Diana est restée silencieuse un moment. Qu'est-ce que tu fais, Trevor? Tu fais une sorte de crise de la quarantaine? Je prends un nouveau travail. Un nouveau. Tu n'as même pas officiellement quitté Pembroke encore. Tu ne peux pas juste. Je peux, Diana. Ton père a été très clair ce soir sur le fait que je ne suis plus précieux pour lui. Alors, j'ai trouvé quelqu'un qui reconnaît ce que je vaux. C'est de la folie. Non, rester dans une entreprise qui m'a traité comme une ordure aurait été de la folie. C'est moi me respectant enfin assez pour partir. Emma a besoin de stabilité. Elle a besoin que son père ne court pas partout en prenant des décisions impulsives. Emma a besoin que son père lui montre qu'on ne laisse pas les gens nous traiter comme si on était jetable. Je l'appellerai demain matin. J'ai raccroché avant que Diana ne puisse répondre. Puis j'ai éteint mon téléphone et je me suis endormi pour la première fois depuis des mois sans ce poids sur la poitrine. Le lendemain matin, 1er janvier, je me suis réveillé à 6 h du matin. Non pas parce qu'une alarme a sonné, mais parce que mon corps était habitué aux réveils matinaux après 13 ans de conditionnement. J'ai pris une douche, mis l'un des costumes que j'avais emballés et je me suis regardé dans le miroir. L'homme qui me renvoyait mon regard semblait différent, d'une certaine manière, plus léger, comme s'il avait posé un fardeau qu'il portait depuis si longtemps qu'il avait oublié ce que ça faisait de se tenir droit. J'ai rallumé mon téléphone. 72 messages. J'ai ignoré la plupart d'entre eux et appelé le numéro d'Emma directement. Papa. Sa voix était petite, inquiète. Et, ma chérie. Je suis désolé pour hier soir. Maman a dit que tu as quitté ton travail et que tu es parti.
Elle a dit que tu pourrais déménager loin. Je n'ai pas démissionné, chérie. Grand-père Richard m'a renvoyé, mais j'ai obtenu un meilleur travail, un vraiment bon. Et je ne déménage nulle part sans toi. Promis? Je le promets. Et si je passais te prendre à midi? On ira manger une pizza et une glace, et je te raconterai tout. Est-ce que je peux dormir chez toi ce soir? J'ai regardé autour de la chambre d'hôtel. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Absolument. Prépare ton sac pour la nuit. Après avoir raccroché avec Emma, j'ai appelé mon avocat. Il s'appelait Martin Cross, et je l'avais utilisé pour du travail contractuel chez Pembroke. Il a répondu bien que ce soit le jour de l'an. Trevor, tout va bien? J'ai besoin que tu gères mon divorce, et j'ai besoin que tu t'assures que mon indemnité de départ de Pembroke Industries soit en béton. Pas d'échappatoire, pas de clause qui pourrait me nuire plus tard. Diana l'a finalement fait? Son père l'a fait? Longue histoire. Peux-tu m'aider? Je rédige déjà les papiers. J'aurai quelque chose à te faire revoir d'ici vendredi. À midi, j'ai conduit jusqu'à la maison de Richard Pembroke. Mes mains étaient stables sur le volant, mon esprit clair. Diana m'a accueilli à la porte avec Emma debout derrière elle, sac à dos prêt. Nous devons parler de ça, a dit Diana. Non, nous n'avons pas à le faire. Martin Cross te contactera pour la procédure de divorce. Tu pourras lui parler. Trevor, tu es puéril. Je suis honnête. Pour la première fois en 13 ans, je suis complètement honnête sur ce que je veux et ce que je mérite. Emma a poussé sa mère et m'a serré dans ses bras. Tu m'as manqué, papa. Tu m'as manqué aussi, ma puce. Allons chercher cette pizza. Alors que nous partions, Emma est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, est-ce que c'est à cause de ce que grand-père Richard t'a dit? Tu as entendu ça? J'ai entendu maman et grand-mère en parler ce matin. Elle disait que grand-père faisait juste ce qui était le mieux pour l'entreprise. Que tu devrais comprendre que ce n'est pas personnel. Je suis entré dans le parking de la pizzeria et je me suis tourné pour faire face à ma fille. Emma, je veux que tu retiennes quelque chose. Quand quelqu'un te dit que te traiter mal n'est pas personnel, il ment. Tout ce que nous faisons aux autres est personnel. Et si quelqu'un te fait sentir que tu n'as pas de valeur, que tu ne suffis pas, tu pars. Tu trouves des gens qui voient ta valeur. Comme ton nouveau travail. Exactement comme mon nouveau travail. Autour de la pizza, je lui ai tout raconté sur James Ashford et Victoria, sur le nouveau poste, sur les opportunités à venir. Emma a écouté avec le genre d'attention sérieuse qu'elle réservait habituellement à ses livres préférés. Donc, tu vas aider d'autres entreprises? A-t-elle demandé. Je vais réparer des choses cassées, les rendre meilleures. C'est ce que tu faisais toujours dans l'entreprise de grand-père. Oui, mais maintenant je pourrais le faire à ma façon, et je pourrais passer plus de temps avec toi. Emma a souri, le premier vrai sourire que je voyais d'elle depuis des mois. Bien. J'aime quand tu es à la maison. Ce soir-là, Emma s'est endormie sur le canapé-lit de la chambre d'hôtel en regardant un film. Je me suis assis au petit bureau pour lire le contrat que James m'avait donné. Chaque clause, chaque avantage, chaque responsabilité. C'était légitime. C'était réel. C'était tout ce que Pembroke avait promis, mais jamais tenu. Mon téléphone a vibré avec un texto de Victoria, demain va être intense. Reposez-vous et félicitations pour avoir fait le bon choix. J'ai répondu, merci pour tout. Sa réponse est arrivée rapidement, remercier mon père. Je n'étais que le messager. Mais pour ce que ça vaut, je suis contente que vous nous rejoigniez. Nous avons besoin de gens qui se soucient vraiment des choses. Le lendemain matin, j'ai déposé Emma chez Diana avant de me diriger vers Ashford Manufacturing Solutions. Le bureau était animé bien que ce soit le 2 janvier. Les gens se déplaçaient avec détermination à travers l'espace moderne. Victoria m'a accueilli à l'ascenseur. Prêt, autant que je puisse l'être. Elle m'a guidé à travers le bureau, me présentant aux membres de l'équipe dont j'essayais désespérément de retenir les noms. Il y avait Marcus, le coordinateur logistique qui était avec l'entreprise depuis 8 ans. Sarah, l'analyste des opérations diplômée du MIT à 19 ans. David, le directeur régional qui avait redressé 3 installations en faillite en 2 ans. Tout le monde était jeune, talentueux et complètement concentré sur le travail. Pas de politique, pas de coups bas,
juste de la compétence et du respect. Mon bureau était au 27e étage avec des fenêtres donnant sur la ville. Il faisait 3 fois la taille de mon bureau chez Pembroke, avec un vrai bureau, des meubles confortables et assez d'espace pour penser réellement. Réunion d'équipe dans 30 minutes, a dit Victoria. Vous présenterez votre approche de la gestion des opérations. Papa veut entendre votre philosophie avant que nous vous assignions votre premier projet. C'est rapide. C'est comme ça qu'on travaille ici. La lenteur coûte cher. La rapidité et l'intelligence gagnent. La salle de réunion était bondée. 23 personnes, toutes me regardant avec diverses expressions de curiosité et de scepticisme. James était assis en bout de table, l'air calme et dans l'attente. Tout le monde, voici Trevor Hartley. Il reprend la division des opérations. Trevor, la parole est à vous. Je me suis levé, le cœur battant. C'était le moment. Le moment où je prouverais que je méritais cette opportunité ou confirmerais les soupçons de tout le monde que je n'étais qu'un cas social. Je ne vais pas prétendre avoir toutes les réponses, ai-je commencé. Mais j'ai passé 13 ans à apprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans la fabrication et les opérations. Et la chose la plus importante que j'ai apprise est la suivante, on ne répare pas une entreprise depuis une salle de réunion. On la répare depuis le terrain. Marcus s'est penché en avant, intéressé. Que voulez-vous dire ? Je veux dire que les gens qui font réellement le travail en savent plus sur ce qui est cassé que n'importe quel consultant ne le saura jamais. Mon travail n'est pas d'arriver avec des solutions préfabriquées. C'est d'écouter, d'apprendre et de mettre en œuvre des changements qui ont du sens pour chaque situation spécifique. Sarah a levé la main. Mais qu'en est-il de la standardisation ? L'efficacité à travers plusieurs installations. La standardisation est importante, mais pas au prix de l'efficacité. Chaque installation est différente. Des ouvriers différents, des équipements différents, des défis différents. Vous devez adapter votre approche à la réalité du terrain. Les questions ont fusé rapidement après ça. Des questions difficiles, des questions intelligentes, le genre de défi qui me forçait à défendre ma philosophie avec des détails et des exemples. À la fin de l'heure, j'étais épuisé mais exalté. James a hoché la tête d'un air approbateur. Votre première mission est l'usine de Cleveland. Ils perdent $200 000 par mois, et le client veut la fermer. Vous avez 90 jours pour redresser la barre ou recommander la fermeture. Victoria vous accompagnera comme analyste principal. 90 jours. $200 000 de pertes par mois. Tout reposait sur mon premier projet avec cette entreprise. Quand partons-nous, ai-je demandé. Demain matin, vol de 6 heures. Ce soir-là, j'ai appelé Emma pour lui dire bonne nuit. Je vais à Cleveland pour un moment, ma chérie. Mais je serai de retour chaque week-end. Pour réparer des choses cassées ? Exactement. Je suis fier de toi, papa. Ces mots signifiaient plus que n'importe quel salaire, n'importe quel titre, n'importe quelle validation de James Ashford. Ma fille était fière de moi. C'est ce qui comptait. L'usine de Cleveland était pire que ce à quoi je m'attendais. Équipement obsolète, ouvriers démoralisés, direction qui avait décroché depuis des mois. Mais c'était aussi exactement ce pourquoi j'avais été formé. Victoria et moi avons passé 3 jours juste à écouter. Parler aux ouvriers de la chaîne, à l'équipe de maintenance, aux superviseurs d'étage. Tout le monde avait des idées sur ce qui n'allait pas. La plupart avaient des suggestions sur la façon de réparer ça. Pourquoi personne n'a mis en œuvre ces solutions, a demandé Victoria à l'un des ouvriers seniors. Parce que personne ne nous a jamais demandé. Les consultants avant vous ont regardé autour d'eux pendant 2 jours, ont écrit un rapport et sont partis. Ils ne nous ont jamais vraiment parlé. C'est devenu notre approche. Chaque matin, nous travaillons sur le terrain nous-mêmes, apprenant l'équipement, comprenant le flux de travail, vivant les problèmes de première main. Chaque soir, nous compilions des notes et développions des solutions basées sur ce que les ouvriers nous avaient dit. Après 30 jours, nous avions réduit les pertes à $120 000 par mois. Après 60 jours, nous étions à l'équilibre. Après 90 jours, l'usine était rentable pour la première fois en 3 ans. James a pris l'avion pour l'examen final. Il a marché sur le site, parlé aux mêmes ouvriers que Victoria et moi avions interviewés le premier jour, et passé en revue nos rapports de mise en œuvre. Trevor, a-t-il dit alors que nous étions debout sur le parking à regarder l'équipe du soir arriver. C'est exactement ce que je savais que vous pouviez faire. C'était un effort d'équipe.
Victoria a joué un rôle déterminant. Oui, c'est vrai. Mais vous avez mené. Vous avez pris les décisions. Vous avez gagné leur confiance. C'est ça, le leadership. 6 mois après le début de mon nouveau travail, j'ai reçu un appel de Brett Carlson. Il dirigeait mon ancienne division chez Pembroke Industries depuis 5 mois. Trevor, c'est Brett. J'ai besoin de tes conseils. À propos de quoi? De tout. L'usine du Michigan échoue à nouveau. L'efficacité de la production a chuté de 22% depuis ton départ. J'ai essayé de mettre en œuvre de nouveaux systèmes, mais rien ne fonctionne. J'ai failli rire. Presque. Brett, as-tu parlé aux ouvriers? Leur as-tu demandé ce qui avait changé? Je veux dire, j'ai envoyé un sondage. Un sondage? Es-tu réellement allé là-bas, sur le terrain, pour parler aux gens face à face? Silence. Richard a dit que tu étais vieux jeu. Que les sondages et l'analyse de données étaient plus efficaces. Richard avait tort sur beaucoup de choses. Les données ne te parlent pas du contremaître dont la femme vient d'avoir un cancer, ou de la machine qui fait un bruit bizarre avant de tomber en panne, ou du raccourci que tout le monde connaît mais qui n'est pas dans le manuel. Tu dois être là, Brett. Tu dois te soucier des gens, pas juste des chiffres. Vas-tu m'aider? Non, mais je vais te donner le même conseil que mon père m'a donné quand je débutais. Les gens qui font le travail en savent plus que toi. Écoute-les. J'ai raccroché et j'ai senti quelque chose d'inattendu. Pas de satisfaction, pas de revanche, juste de la tristesse pour ce que Pembroke Industries devenait sans personne pour comprendre réellement comment la diriger. 1 an après avoir quitté Pembroke, j'ai été promu vice-président exécutif chez Ashford Manufacturing Solutions. Je supervisais 47 installations, gérais 200 employés et avais redressé 9 opérations en faillite. Emma passait chaque week-end avec moi dans ma nouvelle maison. Diana s'était remariée avec un avocat d'affaires qui travaillait encore plus d'heures que je ne le faisais. Elle semblait heureuse, et j'étais sincèrement content pour elle. L'entreprise de Richard Pembroke a commencé à perdre des contrats majeurs. Les clients n'étaient pas satisfaits de la baisse de qualité. Brett Carlson a démissionné après 8 mois, épuisé et brisé par un travail pour lequel il n'était pas prêt. Je ne me sentais pas bien à ce sujet. Je me sentais juste reconnaissant d'avoir trouvé des gens qui valorisaient ce que j'apportais à la table. L'appel est arrivé un mardi après-midi. Victoria a fait irruption dans mon bureau, son téléphone à la main. Tu dois voir ça. C'était un article de presse. Pembroke Industries se place sous la protection de la loi sur les faillites. Je me suis assis lentement en lisant les détails. 3 ans de revenus en baisse, des efforts de modernisation ratés, la perte de clients majeurs. Richard Pembroke démissionnait de son poste de PDG. Comment te sens-tu? A demandé Victoria. Fatigué? Triste. Cette entreprise employait 300 personnes. Ils vont tous perdre leur emploi parce que Richard était trop fier pour reconnaître ce qu'il avait. Tu pourrais l'acheter. J'ai levé les yeux vers elle. Quoi? Papa fait déjà les calculs. Pembroke Industries pourrait être acquise pour peut-être 15 millions de dollars. Ce n'est rien pour notre portefeuille. Tu pourrais la diriger. La réparer. Sauver ses emplois. L'idée était folle et parfaite en même temps. James ferait-il vraiment cela? Il le ferait s'il voulait montrer à Richard Pembroke ce qui arrive quand on jette des gens de valeur. J'ai pensé à ces 300 ouvriers, des gens avec qui j'avais travaillé pendant 13 ans, des amis, des collègues, des gens avec des familles et des hypothèques et des vies qui étaient sur le point d'être détruites. Organise la réunion. 3 semaines plus tard, je suis entré dans le bureau de Richard Pembroke en tant que nouveau PDG de Pembroke Industries. Le bâtiment était le même. Les meubles étaient les mêmes. Mais tout le reste était différent. Richard était encore là, en train de vider ses affaires personnelles. Il a levé les yeux quand je suis entré et quelque chose dans son expression s'est effondré. Trevor. Richard. Tu es venu pour jubiler. Non. Je suis ici pour sauver les emplois de 300 personnes qui ne méritent pas de souffrir parce que tu as pris de mauvaises décisions. Il s'est affaissé dans son fauteuil. J'ai eu tort à ton sujet. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Je suis là parce que cette entreprise a encore de la valeur. Les ouvriers ont encore du talent. Les clients ont encore des besoins. Tu as juste oublié comment connecter ces choses.
Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais la réparer de la même manière que j'ai réparé 9 autres entreprises, en écoutant les gens qui font réellement le travail. Richard a hoché la tête lentement. Diana dit que tu es heureux. Que Emma parle de toi comme si tu étais une sorte de héros. Je ne suis pas un héros. Je suis juste un homme qui a finalement compris que ma valeur ne vient pas de l'opinion de quelqu'un d'autre sur moi. Elle vient de ce que je sais être capable de faire. Il s'est levé et a tendu la main. Bonne chance, Trevor. Cette entreprise. Elle mérite quelqu'un qui se soucie d'elle. Nous nous sommes serrés la main et je l'ai regardé sortir du bureau qui avait été le sien pendant 30 ans. Puis j'ai appelé Victoria. Rassemble l'équipe. On a du travail. Au cours des 18 mois suivants, nous avons complètement redressé Pembroke Industries. Nous avons ramené d'anciens clients qui étaient partis pendant le déclin. Nous avons modernisé l'équipement et les processus. Plus important encore, nous avons écouté les ouvriers et mis en œuvre leurs suggestions. Emma avait 14 ans maintenant, assez grande pour comprendre ce qui s'était passé. Assez grande pour voir son père construire quelque chose de réel. Elle a commencé à venir au bureau le week-end, regardant comment nous opérions, posant des questions intelligentes sur les affaires et le leadership. « Papa » a-t-elle dit un samedi après-midi alors que nous examinions des rapports de production. « Pourquoi penses-tu que grand-père Richard ne pouvait pas faire ce que tu fais ? » Parce qu'il a hérité de l'entreprise. Il n'a jamais eu à construire quoi que ce soit lui-même. Il n'a jamais appris que le respect se gagne, il ne se donne pas. Est-ce que tu le détestes? Non. J'ai pitié de lui. Il avait quelque chose de précieux et ne l'a pas reconnu avant qu'il ne soit parti. C'est vrai pour l'entreprise et pour moi. Victoria a frappé à la porte de mon bureau. Réunion de famille. Papa veut tout le monde. Au siège d'Ashford Manufacturing Solutions, James a réuni toute l'équipe exécutive, y compris moi, son plus récent partenaire dans l'entreprise élargie. Nous avons eu une année record, a annoncé James. Revenu en hausse de 40%, 12 redressements réussis, et l'acquisition de Pembroke Industries a ouvert des portes que nous n'aurions jamais cru possibles. Il m'a regardé directement. Trevor, vous avez dépassé toutes les attentes. Vous avez pris un effondrement dans une gare routière et l'avez transformé en catalyseur pour transformer non seulement votre vie, mais aussi plusieurs entreprises et des milliers de vies. J'ai eu de l'aide, ai-je dit. Victoria m'a trouvé. Vous m'avez donné une chance. Les équipes ont fait le vrai travail. Mais vous les avez menées. C'est ce qui compte. Après la réunion, James m'a pris à part. Je prends ma retraite dans 2 ans. Victoria prendra la relève en tant que PDG, mais je vous veux comme président et directeur des opérations. Vous dirigerez complètement le côté opérationnel. James, je ne sais pas quoi dire. Dites oui, et souvenez-vous que l'homme qui vous a dit que vous étiez trop vieux et plus utile avait juste peur de quelqu'un qui savait réellement comment faire le travail. J'ai accepté, bien sûr. Et alors que je rentrais chez moi ce soir-là, j'ai pensé à ce moment à la gare routière où tout semblait perdu et où une étrangère aux yeux bienveillants m'avait demandé si j'allais bien. Parfois, être brisé est la seule façon de découvrir de quoi on est vraiment fait. Parfois, les gens qui vous jettent font juste de la place pour les gens qui reconnaîtront votre valeur. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas une vengeance du tout. C'est juste de bien vivre, de construire quelque chose de réel et de montrer aux gens qui vous ont sous-estimé exactement ce qu'ils ont perdu. Je m'appelle Trevor Hartley. J'ai 50 ans. Je suis le président et directeur des opérations d'Ashford Manufacturing Solutions et le PDG de Pembroke Industries. Je suis père d'une fille incroyable qui est déjà plus intelligente que je ne le serai jamais. Et il y a 3 ans, j'étais assis dans une gare routière en pensant que ma vie était finie, alors qu'elle ne faisait que commencer. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette histoire, si elle vous a rappelé que votre valeur n'est pas déterminée par les gens qui ont échoué à la voir, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous sur une fois où tout perdre a conduit à trouver quelque chose de mieux. Et abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'histoires sur des gens ordinaires découvrant des vérités extraordinaires lorsqu'ils ont refusé d'accepter la définition de leur valeur par quelqu'un d'autre. Parce que tout le monde a quelque chose de précieux à offrir. Parfois, il faut juste être jeté pour le réaliser. Et parfois, la meilleure chose qui puisse arriver est d'avoir quelqu'un qui voit votre valeur quand vous pouvez à peine la voir vous-même. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, vous n'êtes jamais trop vieux, jamais trop brisé et jamais trop loin pour recommencer et construire quelque chose de mieux que ce que vous avez perdu.